Depuis 50 ans, Marcel Ruffo explore le monde de l'enfance. Depuis 50 ans, il explore aussi la Corse, ou plutôt Calvi, ville où il compte des amis d'enfance, ville où il vient et revient pour offrir ses compétences. De longues explorations donc, que le pédopsychiatre a accepté de raconter photo à l'appui, avec ou sans filtre. Bienvenue dans votre vie, Marcel. C'est... faut que je récupère, hein. C'est vraiment super émouvant, c'est extrêmement intime, c'est vrai. Alors, on va retracer votre vie à travers les photos justement que je suis allé chercher dans vos albums. Et on va commencer par l'enfance. Et vous dites que c'est important l'enfance, il faut se souvenir de son enfance. Oui, il y a deux sortes d'êtres, ceux qui se souviennent d'avoir été un enfant et ceux qui croient l'avoir oublié. Et ceux-là, ils ne sont pas très bien, c'est vrai. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe quand on se souvient de son enfance? On mythifie Parce qu'on la revisite sans arrêt. Je pense que les souvenirs sont du présent, quoi. On est toujours en train d'imaginer, d'améliorer peut-être, ou de discuter de choses de son enfance, oui, c'est sûr. Alors on va commencer avec cette première photo, si vous le voulez bien. Racontez-la moi. C'est le principe de l'émission, Marcel. Je suis dans les bras de ma mère. À côté, j'ai mon autre mère, qui est toujours vivante, elle, Lise, d'Imperia. J'ai un ami d'enfance, Max, son frère aîné, un ami de son frère. Et j'ai surtout ce crabe jaune, qui était vraiment un engin essentiel pour se baigner pour moi. Il était jaune, là on ne le voit pas, mais c'est un crabe jaune. On est à Toulon. On est à Toulon, aux Sablettes. On est aux Sablettes. Il y a encore les bateaux du sabordage de la flotte. Quand on va aux Sablettes, on voit toutes les carcasses des bateaux. Et les Sablettes, c'est une plage incroyable avec deux îlots qui s'appellent les Deux Frères, où soi-disant il y avait une grosse pieuvre qui emportait les enfants, quoi. Alors, cette photo, elle est symbolique parce que vous êtes le plus petit, vous êtes le seul enfant de la famille. Pourquoi vous êtes le seul enfant? C'est une volonté de vos parents, ça? Oui, c'est une volonté de mes parents et de toute ma famille. Ils avaient tous un enfant pour lui donner plus de chances de réussir dans la vie. Tous ces migrants d'origine italienne arrivaient à Toulon, vendaient sur le marché. Ils vendaient tout sur le marché, tout le marché, il y avait mes oncles, mes tantes, mes cousins. Je descendais du haut du marché jusqu'au port avec toute ma famille, quoi. Et ils avaient tous un enfant. Pour que cet enfant, un peu comme au casino, ce soit le numéro sur lequel on joue et on gagne, quoi. Vous aviez ces responsabilités sur les épaules. Énorme, énorme. Vous en aviez conscience? Oui, mais d'ailleurs, et puis ma mère, sans arrêt, me donnait conscience de ça. Elle me surveillait au millimètre. Au millimètre, oui. Alors justement, vous l'avez évoqué, vos origines, elles sont italiennes. Oui. Et elles sont essentielles, ces origines italiennes. On les retrouve là, d'ailleurs. Ah oui. Alors c'est pourquoi elles sont essentielles, ces origines italiennes? Elles sont essentielles, regardez. Il y a d'abord ma deuxième mère avec Lise qu'on a vue, qui se baladait avec moi, avec cet aspect, cette noblesse. Et moi, j'étais fier d'être avec une aussi jolie fille et regarder tous les militaires, les hommes qui la regardaient, quoi. J'étais content. Vous alliez retrouver votre grand-mère, notamment, Eugénie. Qui m'a réitalianisé, parce que mes parents ont zappé leur origine italienne pour s'intégrer. Et ma grand-mère m'a réitalianisé de manière incroyable. Elle m'a mené par exemple à Naples pour la liquéfaction du sang de San Gennaro. J'étais terrifié, elle était contente. C'était Eugénie, ouais. Un petit mot là sur le monsieur qui vous accompagne, parce que vous y êtes allé toute votre adolescence en Italie. Oui, ça c'est Nanin, le cousin de ma grand-mère. Nanin, communiste, incroyable secrétaire général du Parti communiste du coin, d'Imperia, qui donnait le tiers de son salaire au parti en étant docker sur le port, et qui m'a envoyé à la messe, alors communiste, en me disant ça peut toujours servir. Allez, venons un petit peu. Oui, Michel. Michel, mon père, et regardez bien cet homme, parce que vraiment c'était un modèle d'élégance, de surmoi, d'éthique, de générosité. Puis j'ai ma main dans la sienne et je la sens encore, quoi. Et on va au rugby, on va au stade de Mayol, et là au rugby, j'admirais cet homme qui vendait des légumes sur le marché, mais qui s'intéressait à un jeu aussi compliqué et qui comprenait tout. Et je n'ai eu de cesse d'explorer le rugby, et je chronique encore sur Midi Olympique tous les mois maintenant, encore actuellement. Passionné de rugby, votre papa, effectivement. Passionné. Eh bien, le rugby, on le retrouve là. Vous allez justement en faire du rugby. Oui, mais malheureusement je le commente mieux que ce que je joue. Parce que là, je suis là, et on m'appelait épuisette. Je ratais tous les ballons, donc épuisette, sur une passe, je rêvais d'essai, je ne marquais pas, donc épuisette. Donc je commente, mais au rugby, j'ai des qualités moyennes, et mon ami d'enfance, Daniel Herrero, pourrait en témoigner, quoi. Donc vous vous êtes dirigé plutôt là. Oui, là, l'aviron est ça. Là, je suis
Là, je suis à l'avant de l'Élysara. À l'époque, il y avait des mousquetons. Hein. On endraillait les Génois sur l'été avant. Il n'y avait pas le Génois qui s'enroule autour de l'enrouleur. Et donc, on était tous les deux à l'avant. On était les équipiers d'avant. Alain Marcelli est un marin fabuleux. On navigue toujours ensemble. Hein. Cet été, on va partir au Lille-Paris, par exemple, tous les deux. On navigue à 3 maintenant avec un autre copain, Muller. Et là, on était à l'avant sur le bateau de Karajan, sur lequel on a navigué pendant 10 ans, en faisant toutes les courses en Méditerranée et ailleurs, avec le maestro, quoi. C'était génial. Karajan. Et vous savez pourquoi? Parce que je connaissais le secrétaire non rémunéré de l'Aviron Toulonnais, c'est mon autre sport, qui était devenu le skipper de Karajan parce qu'il avait menti. Il a dit qu'il était champion olympique de Serbie, il était que dalle. Et nous, il nous a vus sur le port de Toulon un jour, on regardait le bateau, il dit « Tout monte, Ruffo ?» Je dis « Oui, on monte, on est resté 10 ans. » Excellent. Et par la voile, vous allez découvrir une petite île, la Corse. Non, c'est grâce à la voile. Parce que vous en avez parlé un petit peu. Là, il y a un marché, il est avec vous. Eh bien, on va aller un petit peu à côté si vous le voulez bien. On va retrouver encore des Corses. Dédé Agostini. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec les Corses à Toulon? Alors, les Corses, Toulon est une ville très très corse, pour plusieurs raisons. D'abord, l'arsenal de Toulon, le travail arsenal, l'armée coloniale, 25% de l'armée coloniale était corse, les douaniers, et puis les bars de la basse ville de Toulon, autre activité possible dans la corsitude. Et donc, j'avais des amis d'enfance corse, avant même de connaître les Corses et la Corse, dont notamment Dédé Agostini, qui est un ami intime et qui est décédé maintenant du tabac, comme souvent malheureusement les gens d'ici, et qui était un personnage fabuleux, prof d'histoire, extraordinaire pêcheur. On allait pêcher tous les deux au Cap Bénin, on partait à 5h du matin avec des vélomoteurs, on était dans un trou d'eau. Il avait la canne et moi la mienne. Je pêchais, il en attrapait 10. Je changeais de côté, je prenais sa canne, il lui donnait la mienne, il en attrapait 10, et on faisait une soupe de poisson avec ma mère pour tous les copains à la maison après avec ce qu'on avait pêché. Superbe Dédé. Parce que votre mère, on ne l'a pas dit, mais on le dit, elle est venue s'installer en Corse à la mort de votre père. Votre père est mort en 1992, je crois, c'est ça, hein, et votre mère est venue ensuite en Corse. Mais cette photo, elle est vraiment symbolique. C'est votre voiture, la 83. C'est ma voiture et ma femme qui se cachait dans le coin, Vivi. Et on est sur le port de Calvi, là. Bien sûr, on est sur le port de Calvi. En 65. En 65. Et donc, ce qui est incroyable, c'est cette voiture Peugeot, c'est Terre-Lune, quoi. Elle est essentielle. C'est ma voiture. C'est ma voiture. Eh ben, elle va vous emmener loin, cette voiture, notamment en Corse. C'est ce que je vous propose, justement, c'est de voir jusqu'où vous êtes allé pour revenir un petit peu sur votre carrière professionnelle. Hein? Allez, c'est par là que ça se passe. Venez, Marcel. Allez, Marcel, installez-vous. Oui. Prenez place confortablement. Et on va se laisser guider par les images. Vous êtes bien là? Je suis très confortable, oui. Alors, on vous a quitté sur un voilier, sur un stade de rugby, entré en vacances en Corse. Et puis, tiens, on va vous retrouver. Oui, interne des hôpitaux, avec la rencontre avec Fanou Grisoli, Corse évidemment, et qui va devenir mon ami intense et toujours mon ami actuellement, qui est professeur de neurochirurgie et qui a régné à la Timone, son service étant le premier de France pendant plusieurs années. Qu'est-ce qui vous prend de faire médecine? Quand j'étais petit, j'ai fait une primo-infection tuberculeuse pour lequel ma mère et ma grand-mère m'ont fait changer d'air à l'âge de 9 mois. Ils m'ont emmené à Colobrières, c'est-à-dire à 30 km dans la forêt. J'ai guéri. Et j'allais toujours voir le docteur Périmont à Toulon, dans des bureaux de Napoléon III. Il me mettait une serviette, il m'auscultait avec des mains très blanches. Je trouvais que c'était le sommet du luxe d'être examiné pour une tuberculose pulmonaire petit. Donc après, comme ça, tu rentres dans le jeu de t'identifier au docteur de famille. Mais voilà, là, je suis interne, donc en pédiatrie, justement, avec Nicole Pinsard, qui était professeur agrégé de neuropédiatrie et qui m'avait fait confiance pour la pédopsychiatrie, justement. Elle s'occupait de l'épilepsie, de la neurologie, et elle m'avait dit, faites la pédopsychiatrie dans mon service. Ce qui, interne des hôpitaux, était une accélération incroyable de la carrière. Encore un coup de chance. Puis là, on est à un pot, donc je la regarde, j'essaie de la séduire, visiblement, et je la séduis. Alors, vous insistez beaucoup sur la notion de chance. Qu'est-ce que... C'est vraiment ça? C'est des rencontres? Chance, écoutez, après, on va voir la suite, mais professeur à la faculté, fils de revendeur de Cours Lafayette, c'est rare. Je veux dire, il faut un peu de chance quand même, sinon tu ne réussis pas ce looping social, quoi. Ma fille qui a réussi mieux que moi, notre fille, mais dans le fond, comme je dis, tout le monde n'a pas la chance comme moi d'aujourd'hui modeste, quoi. Alors,
Allez, diapositive suivante. Voilà mon épouse à Corbar ou Sainte-Antonine, ou Vivi. Vivi, votre épouse, vous en avez parlé dans la pièce d'à côté. Alors, justement, vous allez tomber... racontez-moi un petit peu comment vous tombez amoureux de votre fille. Non, parce qu'il y a un lapsus révélateur, parce qu'il y a quand même un écartage. Quand on la voit, on comprend qu'on puisse être amoureux, on est d'accord. Je suis allé la regarder. Et elle était... J'habitais un bistrot à Toulon, le Neptunien, où elle allait avec sa tante. Elle avait 16 ans et demi et moi j'avais 24 ans et demi. J'étais sur la photo du début, là. Et c'est là que je la rencontre. Et je tombe éperdument amoureux d'elle, et puis voilà. Et puis elle avait toutes les qualités poétiques pour rendre amoureux, poétique, de romantisme, de capacité. Là, on campait à Calvi. On était chez Anna Maranin, qui ont campé sur la plage de Calvi, et elle me faisait toujours du ragoût avec des soissons, et voilà, et c'était une époque géniale. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs amours dans votre vie. Il y a le sport, et puis il y a aussi, effectivement, votre femme et la Corse. Hein. C'est une histoire d'amour qui dure aussi, oui. La Corse. Hein. Oui, il y a l'âne aussi. Ah oui, il y a tous les symboles. Il y a tous les symboles. Il y a la jolie fille, l'âne et le soleil. Allez, on poursuit. On va revenir un petit peu aux choses un peu plus sérieuses, si vous le voulez bien. C'est sérieux. Alors voilà le... Photo un petit peu floue, c'est la seule que j'ai. Ouais, effectivement, ça sanctionne un titre. Ça, il est content, là, le Ruffo. Il est content. Il est professeur agrégé. Il a 37 ans. 37 ans, oui, il est professeur agrégé. Et cette robe-là, c'est amusant parce qu'un de mes élèves va être professeur, il va être nommé, et il me dit, je voudrais que vous me donniez votre robe. Mais je l'ai déjà donnée, donc ça va être compliqué. Ah, vous n'avez plus de robe? Non, j'ai plus de robe. Professeur agrégé, fier de l'être. Et encore une fois, alors voilà, j'ai mis cette photo-là. Ouais. Pourquoi j'ai mis cette photo? Parce que cette agrégation, j'ai l'impression que vous la devez à votre oralité. Vous qui, on n'a pas eu l'occasion d'en parler dans la pièce d'à côté, qui était un enfant silencieux. Jusqu'à 6 ans, vous ne parliez pas, à tel point qu'on a cru que vous étiez idiot même. On a cru que j'étais sourd ou idiot. Sourd ou idiot. Et vous vous révélez un talent d'orateur hors pair qui vous permet même d'avoir cette agrégation. Je me trompe ou pas? Oui, bon, d'ailleurs, c'est d'autant plus juste ce que vous dites, c'est qu'au concours de psychiatre des hôpitaux, à l'écrit, j'étais 71e, j'ai monté à la 7e place après l'épreuve orale, quoi. Non, c'est l'oral. C'est l'entraînement dans les bars, au stade de Mayol, avant les matchs de rugby, sur la voile, pour débriefer une course au pré-serré. Et après, ça aide. Après, il me manque que le micro et le public. Et là, j'y vais. Samedi, en fin de semaine, je vais faire un exposé à l'Institut de France. Je suis prêt, quoi. Il y a ça. Vous aviez ça, c'est un don? C'est une question assez intéressante au niveau psychologique, c'est que je réfléchis par association d'idées en glissant comme ça. Une idée s'enchaîne à l'autre et l'oral ne me pose pas vraiment de problème. L'écrit, c'est fondamental, mais l'écrit, j'écris au crayon, je gomme, je rature, je recommence. Le dernier bouquin que j'ai écrit 1200 pages et il s'est résumé à 450 pages, vous voyez. Alors que l'oral, c'est de la spontanéité, c'est bien, c'est pas bien, on rebondit, on relance, voilà, c'est ça. Et les médias vont le percevoir, ce talent à l'oral. La preuve. Docteur Ruffo, quel est l'apport du jouet pour l'enfant? Oui, avant de parler de l'apport du jouet, je crois que ce qui compte pour l'enfant, c'est surtout l'activité ludique, le jeu, qui, selon les tranches d'âge, représente pratiquement 70 à 80% de son activité d'éveil. Ce qui est donc tout à fait considérable et qui représente son activité principale. Très tôt, Marcel, on est en 79 là, très tôt les médias font appel à vous. Oui, puis j'ai quand même un 3 pièces. J'ai quand même fait un effort. J'ai toujours la même coiffure, enfin, qui était à l'époque abondante. Et je veux dire, c'est un pari très particulier. J'avais le choix de la recherche fondamentale, des publications avec HDR, etc. Ou alors vulgariser sans être vulgaire une discipline fondamentale pour le développement de l'enfant. Et donc, c'est aussi le plaisir de m'afficher dans les médias, de travailler avec les médias qui a été pour moi fondamental. Au détriment peut-être pas au détriment, parce que j'ai toujours gardé quand même une activité clinique. Mais le danger était là. Que je parle sans pratiquer, c'était quelque chose de compliqué. Et donc, il a fallu que je sois prudent là-dessus, et je le suis toujours d'ailleurs. Et quand vous allez sur les plateaux de télévision, vous parlez des cas ou vous parlez de vous? Ou vous parlez de votre enfance? Je crois que mon enfance peut éclairer les cas et les cas éclairent mon enfance. Je crois que c'est ça la réalité. Diapositive suivante. C'est celle-là. On vous voit. Ah ben, je vous laisse commenter. Oui, Bernadette Chirac me fait l'honneur de venir
inauguré mon service en 99 à l'hôpital de la Timone et c'est génial parce que Arthur Tatosian m'a donné le quart de son service. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, un patron qui donne le quart de son service à un de ses élèves, quoi. Et donc je la rencontre, elle est très intéressée. Pourquoi? C'est un service où il y avait des anorexiques. Vous savez bien que leur fille Laurence, qui est décédée maintenant, était anorexique. Et donc je vais rentrer après au conseil scientifique des pièces jaunes. Et puis elle va après me demander de diriger la maison de Solène. C'est à la suite de cette rencontre et du débat avec les anorexiques, avec mes collaborateurs et collaboratrices de grands talents à Marseille, qu'après elle va me proposer de diriger la maison de Solène à Paris. L'anorexie, on peut dire que c'est vraiment un des combats de votre vie. C'est le parce que d'abord, quand j'étais petit, à Impérial, je ne mangeais pas beaucoup. Sauf que mes cousins, quand on nous servait les pâtes, la paste en premier, je poussais, ils mangeaient. Au bout de quelques jours, j'allais mourir de faim. Donc je me cramponnais à l'assiette. Donc mes cousins m'ont guéri par un traitement un peu brutal d'un trouble alimentaire. Mais après, honnêtement, à l'époque où j'ai le sarreau, là où je suis interne, etc., le professeur René Bernard me confie des anorexiques et j'avoue que j'y comprends rien, quoi. C'est difficile, c'est une maladie tout à la fois fascinante et inquiétante. Et grâce à ces patients, à ma médiocrité initiale, j'ai travaillé toute ma vie pour supprimer l'ablation des parents du soin, pour qu'elles continuent leur scolarité, qu'elles guérissent et qu'elles oublient cette période terrible de leur vie. J'ai compris aussi que l'anorexie, c'était une maladie plus forte que le sujet qui la porte. Et c'est ça, quoi, mon combat, et ça continue d'ailleurs. J'ai encore des anorexiques hospitalisées. Je prenais le petit déjeuner avec une d'entre elles. Elle me disait, oh, je vais mieux. Je dis, oui, mais tu as perdu 1,5 kg. C'est pour ça que je vais mieux. Voilà, c'est toujours ça. Et bien votre combat, justement, si vous le voulez bien, on va voir comment il se poursuit, mais c'est dans une autre pièce que ça se passe. Vous me suivez? Allez, venez Marcel. Dernière pièce, Marcel. Les écrans sont numériques. Mais le regarde, venez, on va commencer par celui-ci, oui. On va écouter, si vous le voulez bien. Les adolescents, parfois difficiles à comprendre pour leurs parents, mais aussi pour les professionnels de la santé et de l'action sociale. C'est pour que ces professionnels appréhendent mieux les difficultés des ados qu'un diplôme universitaire vient d'être lancé à Corté sous la houlette du professeur Marcel Ruffo. Est-ce une façon de reconnaître que le mal-être des 11-25 ans est plus aigu qu'avant? Oui, c'est une belle période. On a fait 10 ans avec Bonnette d'Ajaccio. On a fait 10 ans ce diplôme universitaire. Et tiens, une anecdote incroyable. Je m'arrête à Pontelecce avant-hier, je vais acheter du pain et la boulangère m'a dit j'ai fait le diplôme d'université. C'est somptueux. Et ça a couvert à peu près les psychologues, les médecins, les juges, les travailleurs sociaux de la Corse. Justement, ça a été une réussite. Il s'est arrêté d'ailleurs ce diplôme, hein, parce que vous avez fait le tour, peut-être, finalement. Parce que 10 ans, c'est bien. Mais les ados, revenons-en aux ados. On va regarder ces images. Vous continuez de venir bénévolement en Corse, hein, que ce soit dans les amphis, dans les maisons d'adolescents. Il y a combien d'ailleurs de maisons? Allez-y. Alors ça, c'est capital parce que c'est à Montésor et c'était sur le harcèlement. Sur la demande des enseignants avec les ados. Et à la suite de ça, il y a 5 adolescents qui ont été ambassadeurs pour lutter contre le harcèlement. C'est somptueux. Et c'est les profs, c'est Cathy Rossi notamment, mon ami, qui m'a demandé de venir là. Et les maisons d'adolescents en Corse, il y a celle de Porto-Vecchio, il y a celle d'Ajaccio, il y a celle de Bastia. Et il va y avoir, j'espère, celle de Calvi bientôt. Et peut-être ici, au Lazaret, une réunion de toutes les maisons d'adolescents en Corse pour travailler. Espérons-le, mais pourquoi est-ce que c'est un âge critique, cet âge adolescent? Parce que, pourquoi, Marcel? C'est assez simple à comprendre. À l'adolescence, tu veux être unique et conforme aux autres. Donc c'est difficile d'être unique et ressembler à tout le monde. Et en même temps, tu doutes de toi, même ceux qui vont bien. Le doute traverse l'adolescence. Donc je doute de moi. Les copains comptent plus que moi. L'impression que je donne plus que ce que je suis. Et tout ça, c'est une période dont Proust disait quand même que c'est la plus belle période de notre vie et la plus intéressante. Et c'est vrai. Il y a 600 000 adolescents aujourd'hui en France, il y en a 6 000 qui vont mal. Est-ce qu'ils vont plus mal? C'est plus que ça, 6 600 000. 6 600 000. Est-ce qu'ils vont plus mal aujourd'hui qu'à votre époque ou pas? Non, ils vont mieux. Ils vont mieux? Ils vont mieux parce que les parents sont plus démocrates, qu'il y a des maisons d'adolescents, que les parents mettent un tiers dans la relation, ce qui est prodigieux. Quand même, réfléchissons un peu. Des parents qui viennent me voir pour un adolescent difficile et qui viennent discuter avec moi. Avant, les familles ne faisaient pas ça.
les secrets de famille, étouffer les difficultés et les conflits. Maintenant, on explose les conflits avec un tiers pour que le conflit s'arrange. Et ça, c'est génial. Alors là, on a le praticien face à nous. Venez avec cet écran-là. On va parler maintenant avec le père de famille. Voilà, Alice, ma fille, conseillère à l'Élysée, ça c'est du ton d'Hollande. Et je trouve que cette photo est pour moi vraiment la preuve de sa carrière et de son succès, la force de sa mère de l'avoir accompagnée à tout ça, puis aussi ses grandes capacités d'intelligence. Vous avez dit le mot. C'est sa mère qui l'a élevé, c'est pas vous? Non, si, on l'a élevé, mais sa mère a été plus importante que moi. Et d'ailleurs, pourquoi? Autre chose sur la Corse, les Rossi, Cathy et Michel, ont été essentiels. Pourquoi? Elle a fait son stage d'Elena à Bastien et ils l'ont adoptée, quoi. Elle venait tous les jours manger chez eux, matin et soir. Elle les invitait avec le préfet à déjeuner, etc. Non, essentiel. Alors, moi, quand je suis sur une idée, je suis sur une idée, ouais. Marcel. Je dis ça parce que j'ai lu dans un de vos écrits que vous disiez quand on est père, on est automatiquement soit un mauvais père, parce qu'on déçoit, soit un père absent. Donc, c'est peut-être... Moi, je crois que je suis les deux. Donc, je veux dire que, en fait, le père, la mère est fondamentale dans la relation avec l'enfant. Honnêtement, c'est la mère qui compte. Mais le père est tiers séparateur. Le père permet aussi de dégager la fusion quand elle est trop intense. Puis le père peut être relais. Par exemple, notre petite fille s'est fait mal au front il y a quelques jours. Et il y a une photo où on voit la lésion et son père, Jean, l'embrasse. C'est assez beau. Il l'embrasse alors qu'elle avait mal, quoi. Ben vous en avez parlé de votre petite fille. Elle est là, votre petite fille. Ah, voilà. Alors, cette fois, elle a changé de président, mais elle est toujours conseillère. Et voilà Louise, qui porte le prénom de ma mère. Et elle s'est fait mal là. Elle s'est fait mal là, Louise. Et là, c'est sur le rôle de grand-parent. Vous êtes grand-père maintenant. Oui. Est-ce qu'il y a un rôle particulier? Oui, mais il faut faire attention. Il faut être grand-père et grand-parent à temps partiel. Pas grands-parents obligés, sous contrainte. Il faut que les grands-parents aient leur vie, leur activité, leur tonus, leur capacité à vivre. Et évidemment, c'est génial d'avoir une petite fille, parce qu'on n'a pas de préoccupation d'avenir. Alice a été ma préoccupation, mais elle m'a comblé d'avenir sur ses études. Et elle, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que deviendra Louise. Je pense une grande musicienne, vous verrez plus tard. Dernier écran, si vous le voulez bien, celui-ci. Et j'ai pris cette photo volontairement. Je vous laisse commenter directement, parce que là, on n'est pas avec des enfants, là. Non. On est où? On est à Central Park, c'est un cours à New York avec les dentistes spécialisés de l'enfant, qui m'avaient invité à un séminaire à New York et à Pire. Et donc, j'avais décidé, plutôt que de travailler dans une pièce de l'hôtel, d'aller à Central Park, sur les rochers, et de travailler avec eux dans cet endroit magique. En fait, c'est un rêve, parce que si vraiment je devais recommencer ma vie, j'aimerais bien travailler à New York quand même. En attendant, j'ai mis cette photo volontairement parce que vous avez quel âge maintenant, Marcel? On peut le dire. J'ai 73 ans. 73 ans. À 73 ans, vous êtes plus actif que jamais. En tout cas, autant actif. Plus actif. Plus, oui. Pourquoi? Parce que, comme me disait Serge Bovici, en psychiatrie, on est bon tard. En chirurgie, on peut être brillant tout de suite, en cardiologie aussi, puis après on est débordé par la technique. En psychiatrie, il faut avoir lisé toutes ces impressions personnelles, tous ces contre-transferts, toutes ces incapacités pour pouvoir aller au-devant de l'autre en pleine sérénité. En fait, je crois qu'on devient sage avec le temps, et comme disait Spinoza, le sage n'est pas triste. Donc quand on combine les deux, on peut être pédopsychiatre. C'est très ma dernière question, justement. Vous n'avez pas été un enfant triste, vous, Marcel, et vous passez votre temps à vous occuper des enfants tristes. Comment vous l'expliquez, ça? Je pense que je veux donner une revanche aux enfances malheureuses, quoi. Et puis surtout, j'ai quand même quelque chose qui me soutient, c'est toujours une réserve d'espérance. Je crois que quand ça ne va pas, c'est que je n'ai pas compris. C'est moi qui suis responsable de l'échec éventuel d'une évolution de la consultation. Donc quand j'échoue, j'essaie de comprendre. Je vous donne un exemple. Je se passe mal avec un adolescent il y a quelques mois, et puis en remontant chez moi, à Cassis, je pense à la consultation, je me gare, j'appelle ma collaboratrice et amie Christiane, avec laquelle je travaille depuis 1974, et je lui dis, tiens, je me suis mal comporté avec un adolescent. Il me dit, j'ai gardé son numéro. Je l'appelle, je dis, voilà, je m'excuse, je viens de comprendre ce que tu me demandais. Il me dit, tu as mis le temps. Et ça, c'est génial. L'adolescent me met à 10 mètres et me remet dans ma position de transversalité plutôt que de verticalité. La psychiatrie est transversale. J'ai oublié mon téléphone, donc c'est vrai que je vais le demander là, un téléphone à quelqu'un qui en a là, voilà, aux assistants. Et on va faire le selfie.
si vous le voulez bien. Volontiers. Hein On est devant Macron, c'est le spécialiste. C'est pour finir l'émission. Souriez. Voilà, Marcel. Ça a été un véritable plaisir. Moi aussi. Un Merci véritable beaucoup. plaisir. Et à bientôt en Corse, hein, parce que vous revenez souvent. Je suis addict à la Corse. C'est une addiction. Bon, alors à bientôt. À bientôt, Au revoir. Marcel, au revoir.